Et un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique. On se retrouve comme tous les mois, vous le savez, pour votre émission dédiée aux mobilités. C'est 01 Drive. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Oui, toutes les mobilités connectées et intelligentes d'aujourd'hui et du futur. Voici le sommaire. Cette semaine, ou ce mois-ci plus exactement, Tesla, est-ce l'accident de trop? 2 morts aux États-Unis et l'autopilote de Tesla sous le feu des critiques, on en parle. Et puis, l'essai de ce mois, Jérôme, regarde comme elle est belle, c'est l'Audi RS e-tron. Dimitri Charissits l'a essayé, nous dira ce qu'il en pense dans quelques instants. Rappelez-vous, ce projet de taxi volant signé Uber, ça devait se passer notamment à Paris, le centre a fermé, mais le projet des taxis volants est-il mort ou pas? On en parle avec notre invité. Et puis Jérôme, on découvrira un concept français très étonnant, Opium, une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. On recevra son fondateur tout à l'heure. Pas mal. Autre innovation française enfin, un triporteur à énergie solaire. Il est mignon tout plein, il est pratique, il est respectueux de l'environnement. Notre invité nous en parlera en détail. Et bien voilà, c'est le sommaire de 01 Drive. Merci d'être là, c'est parti. On se retrouve donc sur 01 TV, vous le savez, pour 01 Drive, avec toujours le hashtag 01 Drive sur Twitter si vous voulez réagir au contenu de cette émission. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre tous les mois. C'est vrai que c'est une émission un peu particulière puisqu'on évoque toutes les mobilités, mais avec l'aspect tech, puisque c'est un peu l'ADN de 01 TV. Bien sûr, et aujourd'hui la mobilité est de plus en plus tech, mobilité connectée, mobilité respectueuse de l'environnement, électrique et donc évidemment hautement high-tech. On va commencer avec l'actu de ce mois-ci, en route. Alors François, on parle souvent dans cette émission, il faut bien l'avouer, d'un constructeur en particulier, parce que c'est un petit peu l'Apple de la mobilité, c'est l'américain Tesla. On en parlait en bien, entre guillemets, le mois dernier. Et bien, cette semaine, l'actu est un peu plus triste. Alors oui, elle est un petit peu plus triste. Mais auparavant, puisque c'est tombé il y a quelques jours à peine, il faut savoir que les résultats financiers de Tesla sont tombés et ils sont excellents, Jérôme. Bah, écoute, ça fait au moins de ça de bien. Voilà, c'est-à-dire que malgré l'accident qu'on va évoquer dans un instant, 438 millions de dollars rien que pour le premier trimestre pour Tesla. Ils n'ont jamais autant vendu de voitures. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, il semblerait que le modèle économique, en tout cas mis en place par Elon Musk, fonctionne, voilà. Très bien. Mais le problème, c'est que de temps en temps, il y a des petits couacs. Et le petit couac, tu l'as dit, c'est cet accident. C'est pas le premier, mais celui-ci, encore une fois, eh bien, quand il arrive, eh bien, il est tous les médias s'en emparent et on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé Ce que déplore d'ailleurs Elon Musk, oui, qui dit, écoutez, on n'en fait pas autant quand il y a un accident de voiture avec une autre marque. Mais là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, c'est plus qu'un petit couac parce que c'est tragique. Cet accident a fait 2 morts, 2 personnes aux États-Unis, près de Houston. C'est une Tesla qui s'est encastrée dans un arbre et qui a pris feu et les 2 personnes sont décédées. Alors, au-delà de cet accident, effectivement, la question technologique qui se pose derrière, eh bien, c'est de savoir s'il y a une responsabilité de la voiture ou pas. Parce que eh bien, le mystère, c'est que, selon les enquêteurs, le premier constat qui a été fait, c'est qu'apparemment, il n'y avait personne au volant. Les 2 personnes étaient l'une sur la banquette arrière, l'autre sur le siège passager. Et visiblement, il n'y avait personne. Et donc, on peut penser que la voiture circulait seule et elle a eu un problème. Elle s'est prise un arbre. Voilà. Alors, on cause bien sûr l'autopilote. Vous savez, cette fonction très avancée de Tesla qui permet quasiment la voiture d'être autonome, sauf que eh bien, les responsables de Tesla disent « Attendez, c'est pas possible. Une voiture Tesla ne peut pas rouler toute seule sans qu'il y ait quelqu'un au volant. » Exactement, puisqu'en théorie, il faut être assis à la place du conducteur, il faut que la ceinture soit bouclée pour que l'autopilote s'enclenche. Or là, les ceintures n'étaient pas bouclées apparemment. Il faut aussi, vous le savez, que les mains touchent le volant de manière régulière. Donc ça paraît très bizarre. Sauf que derrière, il y a des journalistes d'un journal américain qui s'appelle Consumer Report, qui fait vraiment un peu la pluie et le beau temps, c'est un peu le 60 millions de consommateurs américains, qui a fait des tests et qui a réussi à montrer que, on pouvait s'extraire de la place conducteur pendant que la voiture roule
en laissant la ceinture et que ça ne coupait pas l'autopilote, et que 2, en mettant un poids sur le volant, on arrivait à faire croire à la voiture qu'il y avait quelqu'un qui était avec les mains sur le volant. Donc c'est un peu bizarre. Oui, mais alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que ce soit la responsabilité de Tesla, parce que c'est quelqu'un qui gruge en fait les systèmes automatiques du véhicule, qui s'enlève, qui s'extrait en fait de la place du conducteur, qui va mettre tout un processus pour que la voiture croie qu'il y ait quelqu'un. Donc finalement, il y a visiblement une erreur humaine quelque part, mais il y a 2 une morts à erreur l'arrivée. humaine. Et ouais, voilà, forcément. Tiens, si on posait la question à Dimitri. Mais voilà, Dimitri Charetis nous a rejoint. C'est à moi de trancher. Allez, Dimitri, règle-nous ce problème. Quelle responsabilité? Merci. Oui, merci. Journaliste juridique automobile sur 01net. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'enquête n'est pas terminée. Absolument. Tesla, pour le moment, rejette la responsabilité sur les conducteurs ou sur le passager. Et pour le moment, en fait, c'est simplement impossible de dire quoi que ce soit. Il faut vraiment savoir dans quelles circonstances a eu lieu l'accident. Et on ne le sait tout simplement pas. Donc, si effectivement c'est l'autopilote qui est en cause, il faudra sans doute en tirer des conséquences. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout certain. Donc, Tesla maintient cette position. Tu es d'accord qu'on ne peut pas conduire, enfin, on ne peut pas laisser une Tesla s'autopiloter, en quelque sorte, toute seule, sans qu'il y ait quelqu'un au volant? J'ai pas pu l'expérimenter parce qu'en France, l'autopilote, il est beaucoup plus cadré, en fait. Les normes il est dégradé, il est dégradé. Donc, de mon côté, Mm-hmm. de mon point de vue, c'est pas possible. Mais en France, ça n'allait absolument pas. Aux États-Unis, j'ai pas la possibilité de répondre à cette question-là. Je l'ai pas testé aux États-Unis. C'est une vraie question, hein, cela dit, cette histoire. En plus, Elon Musk dit que de toute façon, sur ce véhicule-là, il n'y avait pas l'option autopilote, full autopilote. Il ne l'avait pas acheté. Donc c'est encore un mystère de plus dans l'affaire. Clairement, on verra au fur et à mesure de l'enquête. Pour l'instant, rien n'est tranché. Mais ça va être, de toute façon, c'est un débat qui est permanent avec les voitures autonomes, qui va le rester. Et on aura d'un côté les personnes qui diront que ça reste un danger parce qu'on n'est pas maître de son véhicule, et de l'autre, les partisans de la voiture autonome qui diront que malgré tout, statistiquement, ça réduira à terme le nombre d'accidents. Donc ce débat-là, il est loin d'être tranché, c'est juste un épisode supplémentaire. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour revenir à cette histoire, il faut savoir que la police a constaté en fait qu'il n'y avait personne au volant lorsqu'il y a eu ce choc-là. Voilà, c'est aussi une information qu'il faut vérifier. Est-ce que, par exemple, l'importance du choc n'a pas fait déplacer, par exemple, les corps? Enfin, il y a plein de choses Parce qu'en plus, il paraît que le volant était abîmé, donc... Voilà. On verra bien. Après, c'est une question de statistiques. Il faut savoir qu'il y a peut-être des millions et des millions de kilomètres qui sont parcourus en autopilote. Est-ce que finalement l'autopilote n'est pas plus fiable ou moins fiable? Ça, il faudrait avoir c'est ce que dit Dimitri, ça va être vraiment la question presque de la question de société. Pour le coup, c'est là-dessus que communique énormément Tesla. Là, pour le coup, c'est limite un de leurs modèles de communication. Ils publient chaque année le nombre de kilomètres parcourus et les accidents qui ont eu lieu, et forcément, comparé à une voiture thermique, c'est nettement moins. Mais cela dit, même aux États-Unis, à part sur certaines routes, on n'a pas le droit d'enlever les mains du volant et de passer en full automatique, on est d'accord. C'est uniquement dans certains États et dans certaines routes. Voilà, exactement. Le seul problème, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas que ces constructeurs automobiles, avec toutes ces fonctions automatiques, déresponsabilisent en quelque sorte. C'est absolument. Les conducteurs. Et voilà, il ne faut pas se dire, tiens, je vais essayer de gruger le système autopilote pour ne pas conduire et pour faire autre chose dans ma voiture, alors qu'on sait qu'encore une fois, c'est pas encore au point. Mais il y a plein de gens qui font ça. On voit toutes les vidéos sur les réseaux de gens qui se filment les bras croisés ou en train de dormir pendant que la voiture conduit. Bon, voilà, on suivra de près tout cela, et puis... C'est une vraie question intéressante, au-delà de cet accident lui-même. On verra ce que donnera, évidemment, l'issue de cette enquête. Autre actu, Jérôme, cette fois-ci, on revient en France. On revient en France. Si vous projetez d'acheter un véhicule électrique, eh bien, dépêchez-vous, en fait. Car le bonus, le coup d'aile, le coup de pouce de l'État va diminuer. Alors, il avait monté, et puis il va rebaisser. À partir du 1er juillet, il va repasser de 7 à 6 000 euros pour les véhicules de moins de 45 000 euros, on est d'accord. Bon, alors ça reste toujours assez confortable comme aide. C'est pas mal. Mais c'est toujours très intéressant. On perd 1 000 euros, quoi. On perd 1 000 euros, c'était le niveau du bonus avant la crise. Voilà. Il a été prolongé. Normalement, cette fenêtre-là devait se fermer au 1er janvier. Au final, elle a été étendue pour répondre, on va dire, à la crise liée à la pandémie jusqu'en juillet. Donc on peut encore en profiter pendant 3 mois. Et note très importante, il devrait encore baisser à nouveau, en janvier 2022, il devrait descendre à 5 000 euros. Donc voilà, ça c'est pour les voitures à moins de 45 000 euros. Il est déjà inférieur pour les voitures de 45 à 60 000 euros. Il est de moitié, et puis au-delà de 60 000 euros, on considère qu'il n'y a pas besoin de coup de pouce. Mais est-ce que ce n'est pas compensé par une baisse des prix des véhicules? Est-ce que ça ne va pas être compensé par une baisse des prix de l'électrique?
Alors, le prix des véhicules n'a pas baissé. On va dire qu'aujourd'hui, il y a davantage de véhicules électriques qui sont à des prix accessibles, enfin, plus accessibles. Le moins cher étant toujours la Dacia Spring à 16 000 € pour faire court. Voilà, enfin, il y a une plus grande proposition. Après, la voiture électrique coûte toujours plus cher qu'une voiture thermique. Après, il ne faut pas oublier que, évidemment, ce bonus a été fait pour les automobilistes et les Français, mais aussi et surtout pour les constructeurs automobiles. C'est pour leur donner un coup de boost pour que les gens, en fait, soient incités à changer de véhicule. Hein. Voilà, c'est bon dans les deux sens, on va dire. Hein. Oui, c'est vertueux. Bon. Parallèlement, le prix de la recharge rapide augmente. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est clair, c'est clair. Et est-ce que l'énergie électrique sera toujours gratuite quand on sait qu'aujourd'hui, bien l'essence est lourdement taxée? Ça aussi, ça va être un débat qu'il va falloir quand même ouvrir un jour. Hein. Qu'est-ce qui va se passer de l'électricité qui servira à faire rouler des véhicules quand on sait qu'aujourd'hui, elle n'est pas taxée au niveau de l'essence? C'est pas qu'on réclame une taxe. Hein. Non, pas du tout. Mais je pense que Mais bon, il faut être lucide. Il doit y avoir quand même quelques conseillers auprès du ministère des Transports qui doivent commencer à cogiter là-dessus. Oui, à Bercy, là, à mon avis, ils y ont déjà pensé. Hein. Ouais, parce qu'en fait, la taxe sur le pétrole représente des dizaines de milliards, je crois. Enfin, on sait que les taxes sur l'essence en France, attention, hein, ça peut mettre beaucoup de gens dehors dans la rue. Hein. Ah, ça, c'est clair, c'est clair. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu? Eh bien, on a Vandemouf, Jérôme. Oui, un petit peu de vélo. Si on parlait un peu de vélo électrique, Vandemouf, c'est cette marque hollandaise qui fait un vélo électrique parmi les pionniers, pas très cher, ça démarre à moins de 2 000 €. Vandemouf, il avait un problème malgré tout, le modèle S3 et puis aussi le modèle X3. Un problème, si on veut, c'est que la batterie est autonome. Ah oui, alors pardon, on va parler de la batterie après. Mais d'abord, il y a une nouveauté sur le vélo Vandemouf, c'est que désormais, on peut le localiser avec l'iPhone directement, comme si c'était un objet connecté quasiment de la marque Apple. Et c'est une première, hein, parce on sait qu'Apple a quand même un écosystème très fermé, et le fait qu'un produit autre qu'un produit Apple arrive dans, on va dire, ce petit cocon de l'appli localisée, c'est une nouvelle intéressante. C'est assez rigolo, donc voilà. Bien sûr, ça permet déjà d'augmenter la sécurité du vélo. Alors déjà, il n'était pas franchement évident à voler. Il y a déjà un lock, ce qui s'appelle un lock électronique. Il y a un verrou, il y a une alarme, il y a une géolocalisation. Et maintenant, en cas de vol, il est théoriquement plus facile à retrouver, justement grâce au réseau chiffré d'Apple, le réseau Find My, qui est accessible via l'application localisée. Donc oui, clairement, c'est un des premiers, je crois que c'est un des premiers partenaires d'Apple là-dessus, et c'est on va dire un argument de plus pour ce vélo-là qui est plutôt réussi par ailleurs. C'est rigolo, ça arrive en même temps que les AirTags, donc deux nouveautés sur l'appli Find Me, ou en français localisé. Dans l'iPhone, avec vraiment une fiabilité pour ces outils et ces accessoires qui permettent de localiser les produits, aussi bien les AirTags que les produits comme le Vandemouf, qui est assez exceptionnel. Un petit détail quand même, ça ne marchera que sur les nouveaux vélos Vandemouf. Oui, c'est à partir pas possible de faire la mise à jour. Ah, c'est dommage. C'est des vélos vendus à partir du début avril. Exactement. D'accord, donc en fait, on a changé un petit truc hardware à l'intérieur qui permet de rendre compatible avec... C'est rigolo parce que alors, ce qui a été ajouté au niveau hardware, d'après les informations qu'on m'a données, c'est une puce, effectivement. C'est donc du hard, mais uniquement, non pas pour la fonction de localisation, mais pour la sécurisation des transmissions, afin que ce soit conforme avec les protocoles d'Apple. Et oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, il aurait déjà pu être, même les anciennes versions pourraient être mais elle n'aurait pas le degré de sécurité qu'exige Apple, en fait. Donc ça ne rentrait pas dans le cahier des charges d'Apple. Et donc ça veut dire que ce Vandemouf a une puce 4G, alors? Il est totalement connecté? C'est en Bluetooth, en l'occurrence. C'est en Bluetooth? C'est en Bluetooth. C'est le même réseau que les AirTags? Exactement. Oui, tout à fait. D'accord. C'est le même réseau que mais les AirTags. il a également une puce 4G. Oui, mais alors comment? Ah, voilà, on est d'accord, parce que si on le vole, il faut bien qu'il sera loin de mon smartphone. Donc il n'y a pas de Bluetooth. Justement, en fait, le principe de Find My chez Apple, c'est qu'une fois que les objets qui appartiennent à un compte à Apple sont trop éloignés de leur propriétaire, ils passent en mode déconnecté et ensuite ils sont détectables par les autres produits Apple, évidemment de manière anonyme, de manière anonyme et chiffrée. Et donc du coup, après, c'est un peu plus facile de les retrouver s'ils se trouvent à proximité d'autres produits Apple.
Voilà, bon, petite innovation sympa. Ouais, c'est intéressant, et puis ça sera intéressant de voir de comment cet écosystème va s'élargir. Absolument, et comment Apple d'autres marques qui va agrandir, en fait, se localiser. Pas mal. À propos de ce vélo VanMoof, justement, alors ça c'est une info qui intéressera surtout ceux qui possèdent déjà ce vélo. Donc c'est ce que je disais, il a un point faible malgré tout, c'est qu'on ne peut pas enlever la batterie, pas de batterie amovible. Et du coup, ça peut poser un problème dans certains cas. Eh bien, VanMoof a la bonne idée de sortir une power bank, une batterie d'appoint pour le vélo. Et ça, je crois que c'est quasiment une première, non? Alors, il y a certains constructeurs qui le font déjà, mais c'est une batterie qui s'ajoute, qui vient se coller à la batterie existante. Et c'est relativement vilain la plupart du temps, parce que c'est juste un bloc batterie qui vient se greffer sur le bloc original. Là, pour le coup, VanMoof a un petit peu travaillé pour l'intégrer au cadre. C'est plutôt joli, c'est triangulaire. Et puis surtout, c'est très utile. Tu l'as dit, c'est une vraie galère de recharger son vélo quand on est en appartement et qu'il faut le monter. Là, on a juste à retirer la batterie qui permet, en théorie, je précise, de faire 100 km. Voilà, c'est une batterie de 370 watts, donc voilà, ça permet de faire... Les 100 km, c'est vraiment... Très honnêtement, on ne les fait pas. À l'arrêt, quoi. Voilà, non, mais après, puis chez VanMoof, c'est aussi fonction de l'utilisation du bouton Boost voilà, donc c'est très compliqué. Mais bon, globalement, ça étend l'autonomie du vélo, et c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont déjà un vélo et ceux qui voudraient en acheter un autre. Ouais. Et puis ce qu'il y a de cool, c'est que ça permet aussi à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de monter leur vélo chez eux, tout à fait, de le recharger tous les soirs, en fait. Exactement. Ça, c'est cool. Hein. Et autre précision, VanMoof ne sortira pas de nouveaux vélos cette année, contrairement à ce qui a pu être, on va dire, dit en début d'année. Cette année, ça sera la seule nouveauté vélo. La décision a été prise d'améliorer un vélo existant, au contraire, par exemple, d'un Cowboy qui, lui, va sortir c'est pas mal en termes de obsolescence, tout ça. Elle coûte quand même presque 350 €. C'est le prix, c'est à peu près le prix équivalent chez Bosch. La batterie 500 watts chez Bosch, elle coûte entre 500 et 600 €. Il n'y a pas de surprise sur le prix. Oui, voilà, c'est ça. Donc, puis elle pèse presque 3 kg, donc ça fait 2,8 kg. Il faut l'ajouter. Voilà, petit gadget, c'est rigolo, tout ce qui se passe sur ces vélos électriques. Oui, c'est clair. Des innovations presque comme sur les smartphones, finalement. Il y a des accessoires de tous les côtés qui viennent se plugger. Et bien voilà, et puis tout ça, vous pouvez le vivre tous les mois donc dans 01 Drive. 01 Drive, c'est aussi les essais de Dimitri. On retrouve d'ailleurs son essai tout de suite. Et Dimitri est avec nous. Encore. Rebonjour Dimitri. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on te retrouve chaque mois pour un essai. Qu'as-tu essayé ce mois-ci? Je me suis fait plaisir, je ne vais pas vous mentir. J'ai essayé la grosse réponse d'Audi à la Tesla Model S, la toute nouvelle Audi RS e-tron GT. Alors bien sûr, la berline électrique sportive, c'est l'Audi e-tron GT, et j'ai eu la chance de l'essayer dans sa version, on va dire, la plus musclée, la plus haut de gamme, c'est la version RS. Qui est en fait la cousine de la Porsche Taycan dont on a déjà parlé ici. Et même base technique, même batterie, pas tout à fait le même moteur. Le choix d'Audi, il est intéressant. Audi s'est dit, on va pas forcément aller titiller Porsche au niveau de la puissance. On va faire une voiture qui est légèrement moins performante. Alors légèrement moins performante, c'est 30 chevaux de moins. On est quand même en pic à 650 chevaux. Enfin, ça reste un monstre. On va pas se mentir. On a fait quelques petites accélérations, quelques 0 à 100. Ça se fait en 3 secondes 3. On est collé au siège. On a un torticolis après. Voilà, c'est rigolo. Et par rapport à Porsche ou par rapport à Tesla, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de comparer en fait cette voiture-là par rapport à ce qui se fait. Il n'y en a que 3 en fait dans cette cour-là. Il y a Porsche, le Taycan, il y a la Tesla Model S et maintenant Audi. Et là où c'est intéressant, c'est que on se dit enfin, les constructeurs traditionnels ont une véritable réponse à la Tesla Model S. Alors, en termes d'accélération, c'est à peu près la même chose. On va pas, voir Model S, la version Plaid du Model S va aller encore plus loin avec une accélération en moins de 2 secondes. Un 0 à 100 en moins de 2 secondes. Voilà, c'est un avion à ce niveau-là. Mais à côté de ça, la réponse des constructeurs allemands dans un premier temps, mais traditionnels dans l'ensemble, c'est de faire une voiture qui est beaucoup plus, on va dire, sympa à conduire, dans le sens où la Model S est une grosse berline, une routière très traditionnelle. L'approche est de Porsche d'un côté et d'Audi de l'autre, c'est de faire des vraies voitures sportives. C'est-à-dire, alors effectivement, on peut vraiment se faire plaisir. Sur circuit, évidemment, mais aussi en dehors, sur des petites nationales, dans le respect des règles, évidemment, de la limitation de vitesse. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir à la conduire. Et la différence, Porsche est allé à fond sur la performance.
Et Audi s'est dit, bon, ok, très bien la performance, mais là où c'est assez bluffant, c'est qu'ils ont aussi réussi à ajouter une touche de confort. On est véritablement dans un cockpit quand on est à l'intérieur de l'e-tron GT, mais on sait, on peut aussi... sans compromis sur le confort. Voilà, on peut changer tout à fait, on peut passer en mode de conduite confort et se prélasser, se balader tranquillement, profiter d'un silence quasi total et en même temps dérouler. C'est vraiment impressionnant. Cette e-tron, elle est 100% électrique. Elle est 100% électrique. Pas de moteur thermique. Non, il y a juste 2 moteurs électriques synchrones. Du classique en tout cas chez Et alors quelle est l'autonomie de la batterie là en fait? Et là aussi, la capacité de la batterie. Alors la capacité de la batterie, c'est en charge utile, c'est 84 kW. Et là aussi, c'est aussi intéressant parce que n'ayant pas choisi de faire comme du Porsche, c'est-à-dire tout sur la performance, on obtient une performance qui est assez proche de Porsche, mais une autonomie qui est nettement supérieure. Ah, d'accord. Et alors là aussi, on parle en cycle WLTP. On est soi-disant à 472 km avec une charge pleine. Donc voilà, en réalité, on est plus proche des 400 quand on conduit de manière normale et en dehors, on va dire, d'un circuit, prévu pour augmenter les perfs en autonomie. Et là où c'est aussi très intéressant, c'est sur la recharge. On peut recharger jusqu'à 270 kW en termes de puissance, ce qui fait que... Alors, sur le réseau Ionity qui commence vraiment à se développer, il suffit de 5 minutes de recharge pour reprendre 100 km d'autonomie. Wow. Donc ça va très très vite. Ça commence à être vraiment sympa. Là. Voilà, donc on peut commencer à envisager les trajets un peu plus longs. Et surtout, si on veut passer de 0 à 80% d'autonomie, ça prend 23 minutes. Donc là aussi, c'est une pause sur une aire d'autoroute. Il commence vraiment, je crois qu'il y a 80 stations de charge rapide sur les aires d'autoroute en France. Ça commence vraiment à se développer. Vraiment, ça peut être intéressant de tenter un voyage. Et le jour où les réseaux des superchargeurs s'ouvriront à la concurrence, ce qui sera... C'est une fatalité. Hein, ça devrait arriver. Mais un jour ou l'autre, ça le sera. Hein. Ça fera des bornes en plus. Voilà, concrètement, c'était le gros souci pour le voyage un peu plus long, c'était des batteries qui durent un peu plus longtemps, qui dépassent les 400 km. On y est presque. Et surtout un réseau de recharge qui permet de partir sans se faire peur, en sachant que... à tout moment, on peut s'arrêter, 5 minutes pour 100 km ou 20 minutes pour reprendre. On n'est pas obligé de planifier. Exactement. Et puis là où c'est aussi aussi intéressant, c'est que sur ces voitures-là, chez Porsche comme chez Audi, on commence à intégrer justement cette logique-là quand on a un planificateur d'itinéraire, quand on met une destination qui est relativement éloignée, en fonction de l'heure de la journée, en gros, il vous propose de faire, par exemple, votre grosse pause, celle de 20 minutes sur l'horaire de déjeuner, de refaire une pause 2 heures. Que ce soit moins impactant. Exactement. En fait. Et donc au final, les pauses techniques de la voiture correspondent en réalité aux pauses techniques du conducteur et ça colle plutôt bien. C'est juste que pendant ces temps-là, on recharge la voiture au lieu de la poser sur un parking. Très bien. Est-ce qu'on peut Tiens, une petite question en passant. J'allais me demander, est-ce qu'on peut se la payer? J'allais te dire non, bien sûr. Quelle question, Léon? Oui, non, après, on verra la question. Ça sera le feu d'artifice. Est-ce qu'on peut faire confiance au système de planification qui sont embarqués sur les véhicules? Parce qu'on n'entend pas forcément dire du bien. Hein. Écoute, en fait, pour le moment, c'est pas si mal, c'est pas parfait, c'est pas si mal. Après, il faut quand même garder toutes marques confondues. En tout cas, pour l'avoir testé sur du trajet long chez Tesla, ça marche plutôt bien. Je l'ai fait une fois aussi avec l'ID4, la nouvelle Volkswagen et le SUV électrique. Ça marche pas trop mal. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se borner à ce que propose le calcul, on va dire. C'est bien aussi d'utiliser une appli à côté. Ou juste la tête à un moment. C'est-à-dire que tu sais que tu vas faire une pause un peu plus longue à ce moment-là. Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps pour recharger ta voiture? Donc voilà, quelque part, tu t'adaptes. Et le seul vrai inconvénient, c'est que quand tu t'en remets à ce planificateur, tu es obligé d'oublier Waze et Google Maps, en gros des outils traditionnels. Et vraiment, l'étape qui serait très intéressante, c'est que ce genre d'outil arrive sur nos applis de navigation habituelles. Oui, parce que finalement, on se retrouve à bord de ces véhicules à switcher sans arrêt. Avoir deux écosystèmes. C'est assez pénible. Bon, alors tout ça fait rêver, ça a l'air pas mal, mais ça coûte combien? Beaucoup trop cher, évidemment. Alors là, ça va être intéressant de se caler sur Tesla. Les modèles équivalents. Le modèle de base chez Tesla, il est à 90 000 €. Le modèle pour de la base Tesla S, pour la Tesla Model S, bien sûr. L'équivalent, donc du coup, chez Audi, il est à 100 000 €, donc 2 000 € plus cher. La version que nous on a essayé, dont on va vous parler un peu plus longtemps sur 90 à 100, ça fait 10 000 € d'écart, sachant que chez Audi, il faut quand même rajouter quelques options derrière. Audi aime beaucoup le principe des options, moins que Porsche, mais quand même. Et la version que nous on a essayé, c'est-à-dire la plus sportive, la RS, elle démarre à 150 000 €. Wow. Voilà. Et la version qu'on a essayée nous,
équipée, très bien équipée, elle était à 180 000 euros. Donc encore au-delà, mais avec des options franchement passables. Le toit carbone, ça ne va pas parler à grand monde, ça ne va pas être très utile dans l'absolu. Ouais. Et par rapport à Porsche ? Porsche est un peu plus cher. Porsche, la différence avec Porsche, c'est que Porsche a sorti un modèle d'entrée de gamme, je mets de gros guillemets là-dessus, à partir de 73 000 euros, il me semble, qui est une version propulsion de son Taycan. Et voilà. Mais après, pour le reste, les 3 modèles précédents démarraient à peu près au même niveau de prix et vont légèrement au-delà sur la version Turbo S, je crois que c'est 190 000 euros. Bon, ben voilà pour cette oui, il va falloir revendre quelques OE, je pense. Oui, alors ça c'est clair. Et puis bon, est-ce qu'on a droit, on n'a même pas droit au bonus de 5 000 euros là. À partir de 60 000 euros, c'est fichu de toute façon. C'est clair. Plus de bonus. Un peu logique. C'est logique, bien sûr. Heureusement. Beau véhicule en tout cas. Oui. Sympathique. Merci beaucoup Dimitri. Merci à toi. Tiens, si tu veux, tu peux rester avec nous parce qu'on va découvrir un concept assez intéressant de véhicule à hydrogène. Parler d'autonomie et de vitesse de recharge. Alors là, oui, ça va un peu plus vite. Et on accueille tout de suite notre prochain invité. Et oui, 1000 km d'autonomie, 3 minutes pour faire le plein. Ça fait pas rêver, ça. C'est la promesse de la première voiture française à hydrogène, François. Et le concept s'appelle Opium. Et pour nous en parler, nous avons le fondateur en fait, de ce projet Opium. Premier constructeur, donc 100% hydrogène. Olivier Lombard, bonjour. Bonjour. Merci bonjour, Olivier. D'être avec nous. Alors, Olivier, vous êtes un fin connaisseur du monde automobile, puisque, rappelons-le, vous êtes pilote automobile. Vous avez remporté beaucoup de prix et ce qui est intéressant, c'est que vous faites votre pivot en quelque sorte dans votre carrière et vous devenez entrepreneur avec ce concept d'Opium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors effectivement, j'ai été pilote automobile pendant d'assez nombreuses années dans l'écosystème hydrogène, puisque l'objectif c'était de développer la première voiture de course à hydrogène que j'ai fait pendant 7-8 ans. Et puis c'est là qu'est née un petit peu cette vision et cette idée d'un nouveau constructeur automobile qui s'appellerait Opium et qui a pour vocation justement de commercialiser la première berline à hydrogène au monde à horizon 2025. Alors Opium avec un H, mais bon déjà il y a toute une promesse. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'Opium, finalement c'est vrai que c'est une voiture, mais c'est aussi plus que ça, c'est une philosophie. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre la technologie, l'homme et la nature. Donc voilà, ça va au-delà d'une automobile, d'un produit technologique, c'est vraiment quelque chose de plus recherché. Alors c'est un pari qui est très ambitieux, parce que la promesse que vous faites est incroyable. Je le disais, 1000 km d'autonomie, l'hydrogène qui permettrait une recharge très rapide, mais malgré tout l'hydrogène, on le sait, ça reste un pari pour l'instant, parce que c'est une vieille histoire, on n'a jamais vraiment réussi à créer des véhicules à hydrogène pour monsieur et madame tout le monde. Où en êtes-vous et comment est-ce que vous envisagez de dépasser ces problèmes et ces barrières ? Alors, aujourd'hui, le projet est extrêmement bien lancé. On a d'ailleurs un premier démonstrateur technologique qu'on va présenter au mois de juin. Et puis, je pense que c'est là tout l'enjeu d'Opium finalement. C'est vraiment d'ouvrir la voie grâce à ce véhicule qui va faire un peu office de vitrine technologique. Moi, encore une fois, ça fait longtemps que je gravite autour de cette technologie, donc j'ai pu vraiment en apprécier le niveau de performance et la maturité. Et donc l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse amener cette technologie hydrogène dans le véhicule de monsieur et madame tout le monde. Et de quelle manière ? Vous pouvez nous parler un peu au niveau technique, vous avez fait des avancées spécifiques ? Alors, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne un véhicule à hydrogène, enfin un système à hydrogène, c'est très simple en fin de compte. On envoie d'un côté de l'oxygène, de l'autre de l'hydrogène, qui vont se rencontrer sur ce qu'on appelle des cellules. Et vous allez avoir des réactions électrochimiques sur ces cellules. Et c'est ce qui va générer l'électricité qu'on va envoyer au moteur électrique et qui vont permettre de propulser le véhicule. Donc elle fabrique sa propre électricité. Exactement. En fait. Suivant ma pédale d'accélérateur, je vais produire mon électricité et donc propulser le véhicule. Ouais. Et aujourd'hui, nous, la chance qu'on a, finalement, c'est de partir d'une page blanche. Et à la différence des constructeurs qui ont d'ores et déjà quelques véhicules à hydrogène, nous, on construit le véhicule autour de la technologie hydrogène. Ce qui nous permet finalement de pouvoir optimiser tous les ensembles et les sous-ensembles du véhicule pour avoir vraiment le meilleur véhicule possible avec cette techno. Et concrètement, par rapport à Toyota qui commercialise déjà un véhicule à hydrogène, c'est quoi la différence d'approche ? Finalement, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est vraiment la philosophie, c'est de construire un véhicule en partant de zéro.
Et autour de cette technologie, typiquement, vous me parlez de Toyota ou Honda, c'est vrai que leurs véhicules, c'est plutôt des plateformes existantes dans lesquelles ils vont mettre une technologie innovante. Alors nous, c'est le contraire, on a cette technologie innovante qui offre des possibilités, 1000 km d'autonomie, 3 minutes de recharge, et on va construire finalement le véhicule autour. Donc la philosophie est différente, et nous, ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs finalement par rapport aux différentes briques qu'on veut mettre dans ce véhicule. Alors Olivier, créer un véhicule comme ça, from scratch, comme on dit, ça coûte beaucoup d'argent. Votre ambition, vraiment, à terme, c'est quoi? C'est de fabriquer votre véhicule et de le commercialiser, ou alors de développer une technologie qu'après vous pourriez proposer à des constructeurs automobiles? Quelle est votre vision? Non, c'est vraiment de pouvoir développer la technologie. Aujourd'hui, on a énormément d'experts techniques qui connaissent la technologie de l'hydrogène par cœur. Et donc notre ambition, c'est vraiment de pouvoir développer notre propre système qui va équiper nos véhicules. Après, effectivement, on peut peut-être envisager de pouvoir démocratiser cette technologie et la proposer à différents constructeurs ou sociétés qui émergeraient et qui auraient besoin finalement d'un système avec cette techno. Alors l'hydrogène, c'est vrai qu'il y a le plan hydrogène du gouvernement, hein, où il y a des milliards qui ont été mis sur la table, mais plutôt, d'après ce que j'ai compris, la stratégie, c'est plutôt de privilégier, on va dire, les transports lourds pour l'hydrogène, c'est-à-dire les camions. Plutôt que les véhicules individuels voilà, comme ça. Quoi. Moins que les véhicules individuels. Et vous êtes persuadé du contraire, c'est-à-dire que le véhicule individuel peut rouler aujourd'hui à l'hydrogène? Ça a du sens? Oui, ça a beaucoup de sens. Effectivement, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour des utilitaires et des transporteurs, parce qu'on parle de longue distance et de charges embarquées qui sont très importantes. Donc des batteries, ça n'a absolument aucun sens. Et la technologie hydrogène est le bon choix pour ces types de segments. Mais en fin de compte, la technologie, elle peut être intégrée dans un véhicule de route. Donc pourquoi ne pas le faire, sachant que ça offrira effectivement une autonomie beaucoup plus longue que les véhicules à batterie. Donc aujourd'hui, nous, notre challenge, c'est justement de développer cette techno et de l'intégrer dans ce véhicule de route. Alors il y a beaucoup de défis techniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de batteries sur un véhicule à hydrogène, mais par contre il faut stocker l'hydrogène, donc il faut que ce soit sûr, parce que c'est explosif malgré tout. Puis il faut le produire de manière propre. Bien sûr, et puis il faut le distribuer, il faut trouver des endroits où on peut faire le plein. Le transporter, le transport et le stockage, ça reste quand même toujours les problématiques majeures de ce combustible. Oui, c'est vrai. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'appuyer sur un fournisseur de stockage pour la voiture, donc qui connaît le sujet par cœur, que ce soit sur les aspects sécurité ou que ce soit sur les aspects innovants qui vont nous permettre finalement de pouvoir stocker l'hydrogène pour atteindre notre autonomie. Et c'est vrai, vous avez raison, un élément important, c'est l'infrastructure. Mais je vois toujours la façon... c'est-à-dire, on part d'un point A pour aller à un point B. Et effectivement, aujourd'hui, on est à un point A où il y a un réseau qui n'est pas forcément très développé. Mais quand Tesla a sorti son Model S, le réseau de superchargeurs n'était pas non plus très important. Mais par contre, on a quand même une très bonne visibilité sur ce qui va se passer entre 2025, quand on va commercialiser le véhicule, et 2030. Et tous les plans et les investissements qui ont été annoncés montrent qu'il va y avoir un réseau qui va être très, très important. Donc il y aura des stations en fait, de recharge à l'hydrogène un peu partout en France, c'est ça? Il y aura et vous appuierez sur ce réseau? Et on va s'appuyer sur ce réseau. La différence avec la voiture électrique, c'est que en dehors du superchargeur, on avait quand même la possibilité de charger à la maison. C'est un peu plus compliqué avec l'hydrogène. Oui, donc, du coup, vous êtes malgré tout plus dépendant de l'infrastructure. Alors c'est vrai, mais la recharge à la maison, elle est quand même très compliquée parce que ça met beaucoup de temps finalement. En une nuit, c'est quand même compliqué. Oui, mais en général, la voiture, la nuit, elle ne bouge pas. Donc elle est rechargée. Ça représente toujours 80% des recharges de voitures électriques. Bon, alors bien sûr, on ne parle pas de recharger une batterie de 90 kW en si peu de temps, mais malgré tout, dans l'usage, les gens rechargent davantage à la maison, et parce que peut-être que l'infrastructure n'est pas suffisamment développée, mais c'est ce qui se passe actuellement. Et du coup, vous allez quand même devoir dépasser ce blocage-là. Après, je pense que finalement, nous, l'avantage qu'on a en rechargeant en 3 minutes, c'est qu'on n'a aucune modification, aucun changement dans la routine d'un utilisateur de voiture. C'est-à-dire que 3 minutes, c'est comme si je m'arrêtais à la pompe à essence. Oui, bien sûr. Je recharge. Donc finalement, il y a ça qui entre en jeu aussi, c'est que la routine, elle reste exactement la même. Après, il faut évidemment, comme on le disait, un réseau bien maillé pour qu'on puisse trouver très facilement des stations pour faire le plein. En matière de tech, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse aussi, et je crois que c'est quelque chose sur lequel vous voulez appuyer, ça sera bien sûr une voiture bourrée de techno. Ça va être une voiture dans laquelle il y aura beaucoup de technologie. Ouais. Et
la chance qu'on a de partir from scratch, c'est qu'on peut voir un petit peu on peut être assez créatif et voir toutes les différentes briques qu'on voudrait mettre. Enfin, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, quelles seront les avancées technologiques, par exemple sur la conduite autonome, par exemple sur tout ce qui va être interface utilisateur, sur la connectivité. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter qui n'existe pas aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, une grosse brique technologique qu'on veut ajouter, c'est la blockchain. Ah oui, la blockchain, et pourquoi ? Parce que, par exemple, en parlant de connectivité, il y a énormément de data et de plus en plus de data qui sont partagées, échangées entre, par exemple, l'utilisateur, le véhicule, l'écosystème technologique autour de l'utilisateur. Et la blockchain, ça permet justement de pouvoir sécuriser de manière très importante toutes ces données. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la blockchain et de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, c'est que la surface de l'iceberg, finalement. Ça permet énormément d'autres choses, et nous, c'est ce qu'on veut faire. Et est-ce qu'on a une idée du prix de cette voiture lorsqu'elle sortira en 2025, Olivier ? Oui, ça va être autour de 120 000 €. 120 000 €. Bon, vous avez déjà un testeur qui attend. Il est là devant vous. Je vous envoie le bon de commande. Tester, pas acheter. Pour tester, il n'achète pas. Une fois que vous l'aurez testé, vous allez l'acheter. Peut-être, on verra. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier Lombard. Plein de bonnes choses donc, à ce projet Opium qu'on va suivre de près. Bon alors Jérôme, là, avec notre prochain invité, on va aller moins vite. On va aller moins vite, on va revenir à des choses un peu plus, on va dire, modestes, mais très innovantes et très sympas. Regardez ça. Et oui, c'est ça aussi, 01 Drive, des voitures monstrueusement puissantes qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Ouais. Et puis aussi des mobilités plus douces, mais indispensables surtout. Aujourd'hui, on le voit dans les grandes villes, ça ne sert à rien d'avoir des grosses voitures, Jérôme, qui vont à 300 km/h. Ce qu'on veut, c'est des moyens faciles pour pouvoir se déplacer. Non polluants. Qui ne polluent pas, et qui sont malins. Et là, je crois qu'on a un bon candidat. Avec notre invité Arnaud Chéreau. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Arnaud, fondateur donc de Wello. Exactement. Alors on s'était déjà rencontrés. Tout à fait. Arnaud, à l'époque de Vivatech, c'était il y a quelques temps de cela. C'était au début de l'histoire de Wello. C'était au 2019, effectivement. Wello commençait à présenter ses produits dans l'Hexagone après la Réunion, et donc pour poursuivre son développement. Voilà, puisque vous venez de la Réunion, c'est un produit qui a été développé en grande partie à la Réunion. Conçu, développé et utilisé par des clients grands comptes. Alors, rappelez-nous ce que c'est exactement Wello. Écoutez, l'objectif de Wello, ça a été de prendre le meilleur des deux mondes, entre le vélo et la voiture, c'est-à-dire une agilité, des aspects écologiques, économiques, une facilité de stationnement que l'on retrouve avec le vélo, et puis également une capacité d'emport, une protection aux intempéries et à la circulation, une connectivité que l'on peut retrouver sur la voiture. Et donc en fait, c'est un vélo avec un toit, pour résumer. Donc on a développé Wello, un vélo cargo caréné, équipé de panneaux solaires en toiture, qui permet de transporter des marchandises à l'arrière ou de transporter un adulte ou deux enfants dans sa configuration family qu'on a présentée au CES de Las Vegas justement l'année dernière. Donc ce qu'on appelait un triporteur, enfin c'est un triporteur. C'est exactement ça, c'est un e-cargo bike, un vélo cargo à assistance électrique. C'est plus chic, e-cargo bike que triporteur. Triporteur. Donc il y a 3 roues, on le voit. Exactement. Donc là, vous voyez... est fière de pédaler sur son petit Wello. C'est ça, donc ça protège les intempéries. Vous avez tous les éléments de signalétique lumineuse, de sécurité également. Là, c'est la configuration 500 litres pour tous les acteurs de la livraison, les artisans et autres acteurs de la messagerie. Ouais. La configuration ici est très utile également pour des artisans de bouche. Qui livrent leurs propres produits. Et puis, en capitalisant sur ce que l'on a fait avec des clients professionnels comme La Poste, comme EDF, comme Enedis, au final, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé une version premium du produit. Alors, c'est un vélo électrique, donc à assistance électrique. Tout à fait. Et la particularité, c'est qu'il est à recharge par énergie solaire. Exactement. Il y a le petit toit, justement. C'est là où on trouve l'intérêt, j'imagine. Qui permet d'avoir une recharge complète ou partielle. Avec le panneau photovoltaïque. Ça va dépendre de la latitude, ça va dépendre de la période de l'année. Ça doit mieux marcher à La Réunion que... Forcément, dans des périodes fortement ensoleillées ou en région parisienne pendant 5 mois de l'année. D'accord. Et dans tous les cas, c'est un complément qui préserve la batterie, qui l'améliore, qui augmente son autonomie et qui permet d'augmenter son nombre de cycles également. Mais en gros, en fait, je peux, s'il fait soleil, je vais recharger la batterie de mon Wello avec l'énergie solaire en combien de temps ? En une journée. Sachant qu'on a 60 km d'autonomie sur un Wello, avec un fort ensoleillement, on va recharger pour pouvoir pousser l'autonomie jusqu'à une centaine de kilomètres, ou recharger une quarantaine de kilomètres, sachant que la plupart des utilisateurs font 25-30 km par jour, donc on arrive à recharger sa batterie. Et ça n'existait pas, ce concept de véhicule ? Alors il y avait quelques concepts qui existaient,
mais on a essayé de le faire de la manière la plus aboutie possible, avec également des performances liées à la connectivité du produit, à la data, c'est-à-dire que l'utilisateur peut se connecter très facilement à la plateforme, suivre son vélo, savoir quel est son niveau de batterie le soir avant de repartir le lendemain, des choses comme ça. Et vous avez vu quelques véhicules dans la configuration premium être présentés. Et donc, fort justement de ces configurations technologiques solaire, connectivité, inclinabilité du produit qui lui oui, c'est joli dans les virages, on voit bien qu'elle assez féline. Ouais. On a au Mans des artisans avec un fort savoir-faire sur tout ce qui est matériaux, sur usinage de précision lié au sport automobile, et donc de plus en plus de clients particuliers nous demandent une version premium de ce produit. Parce qu'au départ, c'est pour les professionnels, pour les livreurs, etc. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que finalement, pour des particuliers, ça a du sens d'avoir ce type de vélo ? De plus en plus. C'est-à-dire que à l'initial, on a commencé par les professionnels parce qu'ils ont été parmi les premiers à s'engager en termes de véhicules sur des modifications de flotte vers des solutions durables, vertueuses, ce que l'on a avec l'électrique et avec le photovoltaïque. Et puis de plus en plus, les particuliers aujourd'hui se disent mais finalement, est-ce que je n'aurai pas qu'une voiture dans ma famille ? Par exemple, une Opium et puis un vélo. C'est le grand écart au niveau prix. Hein. Alors l'Opium, les deux sont français, monsieur. Ah voilà, ouais, ça c'est bien. Une Opium pour les grands trajets, et puis pour tous les trajets urbains, emmener ses enfants à l'école, aller faire ses courses, aller au travail. Enfin, les enfants, on les met où là dans Alors, votre on a vélo? la configuration ils famille courent qui va derrière. sortir très prochainement, que vous On allez les met avoir. pas dans le. Enfin, moi, Non, mes non, enfants, je les mets pas dans les. Tu les mets pas dans le coffre. Dans le coffre, non, vous voyez. Ils Moi, peuvent je roule- courir derrière, non, si tu Je roule veux. au quotidien avec mes enfants, Vous avez une configuration certainement de l'équipe Babies également, et on a de nouveaux bêta-testeurs juste avant de sortir cette version Family qui arrive le mois prochain. Ok. Voilà. Alors, combien coûte un vélo? Alors, la configuration professionnelle, en général, la gamme Access, nos clients l'achètent entre 9 000 et 10 000 euros. Et puis, la version Premium commence à partir de 14 990 TTC. Et ça, vous dites professionnel, donc si je suis un particulier, je vais payer combien? 10 000, c'est ça. Hein. Si vous prenez la gamme Premium avec les différents aménagements complémentaires, la gamme Family, etc., vous avez le choix entre différents niveaux d'options, différentes peintures, et donc ça va aller de 10 000 à 15 000 euros typiquement. Ouais, Mais Arnaud, c'est quand même cher. C'est le prix aujourd'hui d'une petite voiture. En fait, on voit que la Dacia Spring peut tourner autour des 12 000 euros. Tout à fait. Est-ce que l'objectif, c'est pas aussi d'avoir une version qui soit beaucoup moins chère pour qu'elle puisse s'adresser en fait au plus grand public? En fait, si vous voulez, il y a un choix à faire entre un produit bas de gamme et un produit avec un niveau de finition supérieur, avec une expérience utilisateur, avec les meilleurs outils, les meilleures technologies. C'est ce que l'on propose sur le vélo et nos clients le reconnaissent et il y a ce marché sur des produits premium vélo cargo. Et puis pour l'instant, vous êtes un peu les seuls sur le marché. Et c'est ce qui et puis avec avec une proximité liée au sport automobile, on a une version qui a été faite en mémoire de la 246 GT Dino, une autre version à l'effigie Corvette et autres sur ces gammes qui correspondent pleinement à cette clientèle qui souhaite l'avoir à l'effigie de ses voitures. Je crois qu'on les a vues tout à l'heure. Il y en a une notamment qui est rouge, qui est très belle. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Et bien voilà. À très bientôt. Vélo, W-E-2-L-O. Merci. Jérôme, là pour terminer, on va prendre un petit peu les airs. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. On va prendre de la hauteur, on va parler, vous savez, de ce concept de taxi volant. Où en est-il exactement? Eh bien, on en parle avec un invité qui connaît particulièrement bien le sujet. Vous allez tout comprendre. Et oui, rappelez-vous, on en avait parlé déjà ici dans 01 Drive. À Paris était en train de se préparer le taxi volant du futur sous l'égide de Uber. C'était un centre de recherche qui, je parle au passé malheureusement, fonctionnait à Paris pour la mise au point de ces taxis volants. Et nous avions reçu le directeur François Sillon. Alors le centre de recherche a fermé, François, décision d'Uber qui a considérablement réduit la voilure pour beaucoup de ces projets. Oui, pour beaucoup de choses, ça a été le cas aussi pour la voiture, le véhicule autonome d'Uber, qui s'est pris un coup dans l'aile, si je puis dire. Et là aussi, donc, avec cet arrêt de ce projet de drone. Arrêt clair et net, pur et simple, mais on avait quand même envie de faire le point justement avec François Sillon, le directeur du centre de recherche d'Uber à Paris que nous avions reçu à l'époque et qui est à nouveau notre invité aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Bonjour. Alors, petite précision, vous avez quitté la direction d'Uber, François, depuis.
Oui, c'est-à-dire que le centre étant fermé, techniquement, là, je suis encore en train de terminer mon préavis, mais je suis licencié comme tous les autres salariés. Donc, je suis l'ancien directeur de ce centre qui n'existe plus. L'ancien directeur du centre de recherche d'Uber Elevate. D'abord, on peut peut-être revenir un petit peu sur cette décision. Vous pouvez nous éclairer un peu? Pourquoi est-ce que Uber a pris cette décision de fermer ce centre, en fait? C'est un peu un dommage collatéral. En fait, Uber a été évidemment très impacté par la crise du Covid. Hein, ça, c'est clair. C'est une entreprise qui fournit en fait à travers sa plateforme technologique des services de transport. Donc, il y a eu un coup d'arrêt assez fort en 2020 et on n'est toujours pas vraiment remis de ça pour les transports. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu aussi un fort développement des activités de livraison. Donc, l'un dans l'autre, il y a eu un tas de décisions stratégiques qui ont été prises et qui ont mis Uber dans une situation que le PDG qualifie aujourd'hui de plutôt positive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avoir une reprise, Uber est bien positionné pour récupérer de l'activité. Alors ceci étant, la décision a été prise, vous faisiez allusion à la voiture autonome, pour Uber de se séparer d'activités de développement qui étaient très gourmandes en investissement et qui ne rapportaient pas encore. Alors, c'est notamment le cas du développement des voitures autonomes. C'est à beaucoup plus petite échelle le cas du développement des activités de mobilité aérienne telles que Uber Elevate. Donc ce recentrage, il peut tout à fait se comprendre d'un point de vue économique. Là où, à mon avis, et ça n'est que mon avis personnel, Uber fait un petit peu une erreur, c'est en jetant le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en sacrifiant les centres de recherche, la recherche qui préparait donc les coups d'après, si vous voulez, à plusieurs années, comme le centre parisien. Les volumes financiers sont vraiment dérisoires par rapport au reste et Uber se prive en faisant ça. Mais après tout, c'est la décision stratégique du PDG, donc d'une certaine façon, il n'y a rien à en dire. Mais Uber se prive de la capacité d'influencer d'un point de vue technologique l'avenir. Moi, ma vision de ça, c'est que c'est un peu un tournant ou une évolution d'Uber vers une entreprise commerciale et financière plus que comme une entreprise technologique. Et c'est certainement lié au fait que Uber a été introduit en bourse en 2019. Ah oui. Alors donc, on l'a dit, vous ne parlez plus du tout au nom de Uber, mais racontez-nous un petit peu quand même ce que faisait ce centre. Alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça a été une aventure extraordinaire. Donc ça, je pense que tous les gens, les employés qui ont participé à ce centre ont vraiment vécu une période très excitante et très intéressante. Donc il faut savoir quand même qu'on avait recruté, on était 15 personnes à la fin de l'année dernière, et on a réussi à recruter des gens qui venaient de 7 pays différents. Et ça, c'est un peu un indicateur, ça montre d'une part l'attractivité de la France, et puis l'intérêt que le projet suscitait chez les scientifiques, y compris chez les jeunes. Il y a eu 6 stages de recherche, 3 doctorats, enfin vraiment il y avait un enthousiasme, une effervescence scientifique qui était incroyable. Alors, ce qu'on a fait pendant cette période, on a déjà obtenu des résultats, c'est-à-dire qu'on a travaillé par exemple sur la gestion du trafic aérien. Si on imagine à terme d'avoir ces véhicules volant en ville, il va falloir gérer le trafic aérien d'une façon beaucoup plus automatisée. Donc on a des premiers résultats d'automatisation. On a travaillé aussi beaucoup sur l'aspect d'apporter des garanties en vue de la certification de ces systèmes, puisque quand on est dans l'aéronautique, évidemment les facteurs de sûreté sont cruciaux, et donc il faut certifier l'ensemble des logiciels, l'ensemble des appareils et l'ensemble des systèmes automatisés. Donc là, on a développé des langages qui permettent de faire ça. On a aussi travaillé sur l'optimisation de la gestion d'une flotte de véhicules. Comment faites-vous quand il y a une demande qui n'est pas connue à l'avance, qui est dynamique, donc on ne sait pas exactement qui va vouloir voyager à quel moment? Comment faites-vous pour garantir que vous aurez un véhicule au bon endroit, au bon moment, et surtout dans le bon état de charge de la batterie? Donc sur tous ces domaines, on a obtenu des résultats scientifiques, donc qui sont en cours de publication dans les journaux scientifiques. Et puis le plan était d'arriver à diffuser un certain nombre de logiciels en open source pour permettre finalement, pour faciliter la prise en main de toutes ces innovations par tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité aérienne. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on était sur une excellente trajectoire. Vraiment, ça marchait très bien. François Sillon, au-delà de ça, quel est l'avenir de la voiture volante en ville selon vous? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas un rêve qui ne verra jamais le jour? On dit que ce serait finalement très coûteux, très encombrant pour seulement quelques bénéficiaires. Vous y croyez encore, vous? Moi, j'y crois toujours et je crois que les critiques que vous évoquez, elles peuvent être fondées si on imagine que on veut se mettre dans des scénarios comme dans le film Le 5e élément, avec des embouteillages en l'air, avec une espèce de report de tout ce qui se passe au sol vers la 3e dimension. C'est pas ça l'idée de la mobilité aérienne, c'est vraiment de l'utiliser dans les situations pour lesquelles elle apporte vraiment quelque chose. Et donc moi j'ai toujours, par exemple, dit que ce développement devait se faire en lien avec les
les collectivités locales, les organisateurs de transport à l'échelle d'une métropole, pour voir vraiment de quelle façon ces systèmes pouvaient être utiles. Après, le fait qu'Uber se retire ou cesse de travailler là-dessus ne signe pas du tout la mort ou l'arrêt de ces projets. Simplement, il y a un émiettement qui risque de se produire, puisque finalement, vous avez maintenant tout un tas d'entreprises qui développent en particulier des appareils volants, et Uber jouait un rôle vraiment fédérateur et intégrateur à travers, par exemple, l'organisation de conférences internationales sur ces sujets-là, où vraiment tout le monde venait d'une certaine façon en terrain neutre, d'une certaine façon, travailler avec Uber pour l'émergence de ces systèmes. Alors maintenant, vous avez des dizaines d'entreprises qui continuent à développer ces appareils, et à mon avis, oui, ça verra le jour. Si je peux faire un commentaire, peut-être, ce qui est dommage en fait dans le fait d'arrêter un centre de recherche comme celui-là, c'est un gâchis à de nombreux titres. C'est-à-dire que d'une part, il y a le gâchis humain. Moi, je suis un peu embêté évidemment pour les gens que j'ai recrutés pour participer à ça, en particulier les jeunes qui démarrent des doctorats et pour qui ils se retrouvent un petit peu sur le carreau. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est aussi dommage pour tout l'écosystème, si vous voulez. Vous voyez, quand le PDG d'Uber, par exemple, vient en 2018 au sommet de Choose France, à l'invitation du président de la République, quand même Emmanuel Macron, et communique sur le fait qu'il investit en R&D en France, beaucoup de gens l'ont cru. Donc on a noué des partenariats, et tous ces partenaires se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau. Donc ça peut être l'école polytechnique, ça peut être des entreprises avec lesquelles on commençait à démarrer des choses. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ceci étant, ces entreprises vont continuer, évidemment. Tous ces gens-là ne sont pas dépendants pour leur survie de travailler avec Uber. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait pu, par exemple, travailler à trouver un repreneur. On aurait pu chercher à ce que l'effort qui avait été fait de démarrer ce centre de recherche, finalement, bénéficie de nouveau à l'écosystème de la mobilité aérienne et puis à l'écosystème de l'innovation en France et en Europe. On aurait pu imaginer une reprise par les salariés. Bon, malheureusement, tout ça, Uber n'était pas intéressé, quoi. C'est le côté un petit peu direct et sec. À l'américaine. Quand on change de stratégie, ça fait mal. Merci en tout cas, François, pour ce témoignage très intéressant. Merci beaucoup. De la naissance d'un beau projet jusqu'à son arrêt brutal. En espérant peut-être un jour sa renaissance. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, François Sillon. Et c'est avec donc ce sujet que se termine ce 01 Drive, Jérôme. Oui, absolument. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis. On se retrouvera le mois prochain avec d'autres sujets liés à la mobilité, à l'innovation dans la mobilité sous toutes ses formes et la technologie sous toutes ses formes, c'est bien évidemment sur 01 TV. Et voilà, avec le hashtag 01 Drive, bien sûr, pour réagir sur Twitter. Portez-vous bien et on sera là le mois prochain. Salut à tous.